Imaginez que vous venez de survivre à l'enfer absolu de la Seconde Guerre mondiale, que vous avez versé votre sang dans la boue glaciale de 1940 pour défendre un drapeau qui n'était même pas celui de votre continent, que vous avez croupi pendant 4 longues années dans les camps de prisonniers nazis, et qu'au moment tant attendu de rentrer enfin chez vous, victorieux, vous êtes réveillé en pleine nuit pour être massacré à la mitrailleuse lourde par vos propres officiers français. Bienvenue dans ma bibliothèque, mes amis. Asseyez-vous en silence aujourd'hui, car la page d'histoire que nous allons ouvrir ensemble est si sombre, si honteuse et si farouchement dissimulée pendant des décennies qu'elle brûle encore les doigts de ceux qui osent la tourner. Nous aimons tous célébrer, à juste titre, la libération de Paris, la gloire de nos maquisards, le courage indicible du général de Gaulle et de l'armée des ombres. Mais toute lumière projette son ombre, et celle de la France libre cache un charnier oublié sous le sable brûlant du Sénégal. Nous sommes à la fin de l'automne, 1944. La métropole respire enfin l'air de la liberté, les cloches sonnent la défaite nazie qui s'annonce, et le gouvernement provisoire décide de rapatrier ceux que l'on appelle pudiquement les anciens prisonniers de guerre indigènes. Parmi eux, il y a les fameux tirailleurs sénégalais, un terme générique qui englobe en réalité des milliers de jeunes hommes courageux venus de toute l'Afrique occidentale française, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ou du Dahomey. Ces garçons ont été en première ligne lors du désastre de 1940. Ils se sont battus comme des lions contre les divisions blindées d'Hitler. Ils ont connu le froid mordant, la faim, la mort, et surtout l'humiliation raciste des frontstalags allemands, ces camps de prisonniers où ils ont été parqués comme des bêtes pendant des années de misère. À la Libération, la France, exsangue mais victorieuse, promet de les renvoyer auprès de leurs familles, et fin novembre, environ 1300 de ces vétérans africains débarquent enfin à Dakar, au Sénégal, pour être temporairement cantonnés dans le camp militaire de Thiaroye, à quelques kilomètres de la capitale, en attendant leur démobilisation définitive et leur retour dans leur village natal. Ces hommes sont fatigués, usés jusqu'à la corde, mais ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Et surtout, ils attendent que la mère patrie tienne ses promesses sacrées, car l'administration militaire française leur doit de l'argent, beaucoup d'argent, des années de soldes impayés, des primes de démobilisation, et surtout le fameux pécule de captivité qu'ils ont durement accumulé pendant leurs années derrière les barbelés nazis. Mais l'armée française de l'époque, qui porte encore les lourds stigmates de la mentalité coloniale la plus rigide, ne l'entend pas de cette oreille. Et une succession ahurissante de décisions bureaucratiques cyniques va transformer ce qui devait être une fête poignante en une tragédie absolue. On murmure que, pour des raisons d'économie mesquine ou par simple mépris, les autorités décident soudainement de convertir les économies de ces soldats, de l'argent souvent gagné au péril de leur vie, à un taux de change arbitraire, profondément injuste, les spoliant purement et simplement de la moitié de leur dû. Pire encore, on leur confisque souvent leurs effets personnels, leurs vêtements neufs accordés par les forces alliées, pour les remplacer par de vieilles nippes coloniales, comme pour leur rappeler violemment leurs conditions de subordonnés maintenant que la guerre en Europe est gagnée et qu'on n'a plus besoin d'eux comme chair à canon. La colère, une colère sourde, légitime, viscérale, commence à monter dans les allées poussiéreuses du camp de Thiaroye. Ces hommes ne sont plus les recrues dociles des années 30. Ce sont des combattants aguerris qui ont affronté la mort, les sommes en face, qui ont vu la faiblesse des nations européennes et qui refusent d'être traités comme des mendiants ou des citoyens de seconde zone alors qu'ils ont le statut de héros de guerre.
les revendications éclatent, claires et fermes. Ils refusent de quitter le camp de transit pour retourner dans leur foyer tant que la totalité de leurs arriérés de solde ne leur sera pas versée en espèces sonnantes et trébuchantes, au taux légal et justifié. Face à cette détermination, que se passe-t-il dans la tête des généraux français présents sur place? Au lieu d'écouter, au lieu de négocier, au lieu de comprendre l'urgence de réparer cette injustice criante, envers des hommes qui ont sauvé l'honneur de la France, la haute hiérarchie militaire, terrifiée par ce qu'elle perçoit à tort comme un début de rébellion anticoloniale, décide de considérer cette revendication salariale comme une mutinerie armée, une trahison intolérable contre l'autorité de l'État. Le général Dagnan, commandant la division, se rend sur place le 28 novembre pour tenter de rétablir l'ordre. Mais il est accueilli par les huées de centaines de tirailleurs exaspérés, certains bloquant même brièvement sa voiture, pour exiger qu'il écoute leurs réclamations, un acte de désespoir qui va être interprété par l'état-major comme une prise d'otage intolérable et un affront direct à la République, scellant ainsi dans les couloirs feutrés du commandement un pacte de sang dont les échos résonnent encore douloureusement aujourd'hui. Imaginez le bruit froid et mécanique des mitrailleuses lourdes que l'on arme dans le silence absolu de la nuit. Un son terrifiant qui ne vient pas des lignes ennemies, mais de vos propres frères d'armes qui encerclent votre campement pour vous abattre dans votre sommeil. Nous sommes à l'aube tragique du 1er décembre 1944. La brume matinale enveloppe encore les baraquements en bois du camp de Tiaroui, où dorment paisiblement ces centaines de vétérans africains qui ont cru, à tort, que la France écouterait leurs revendications légitimes. La veille, le général Dagnan avait promis de revenir avec des réponses concrètes concernant le paiement de leurs arriérés de solde. Et beaucoup de ces tirailleurs, soulagés d'avoir enfin été entendus, s'étaient endormis avec l'espoir de retrouver bientôt leur famille, avec l'argent qu'ils avaient de gagner au prix de leur sang face aux chars nazis. Mais dans les bureaux feutrés du commandement militaire à Dakar, la machine répressive s'était déjà mise en marche avec une froideur bureaucratique effroyable, car pour les hauts gradés coloniaux de l'époque, céder face à des soldats indigènes, même s'ils étaient des héros de guerre, c'était faire preuve d'une faiblesse impardonnable qui risquait d'embraser tout l'empire colonial français. La décision avait été prise au plus haut niveau de faire un exemple brutal, définitif et sanglant, pour écraser dans l'œuf toute velléité de rébellion. Et ce qui va suivre relève de la trahison la plus absolue que l'on puisse imaginer dans l'histoire militaire de notre pays. Vers 3 heures du matin, dans le plus grand secret, des bataillons entiers de troupes françaises, comprenant des gendarmes, des marins, des artilleurs, et le plus tragique, d'autres soldats africains encadrés par des officiers blancs, sont discrètement déployés tout autour du périmètre du campement endormi. On raconte que des automitrailleuses, des chars légers et même des pièces d'artillerie sont mis en batterie, pointant leurs canons destructeurs non pas vers une armée d'invasion, mais vers de simples casernes abritant des hommes pour la plupart désarmés, épuisés, qui ne possédaient assez souvent que leurs couteaux personnels ou quelques fusils sans munitions gardés comme souvenir de la libération. À 5h30, alors que le jour se lève à peine sur la presqu'île du Cap-Vert, l'ordre glaçant est donné, et le silence de l'aube est soudainement pulvérisé par un déluge de feu apocalyptique, un déluge de feu ordonné par le drapeau tricolore contre ceux-là même qui venaient de le sauver de la souillure hitlérienne. Les mitrailleuses crachent la mort à l'aveugle, balayant les façades de bois, transperçant les murs fins des baraquements, fauchant impitoyablement les hommes
qui se réveillent en hurlant de terreur et d'incompréhension. Imaginez le cauchemar de ces vétérans, ces survivants des stalags allemands, qui sortent de leur lit en croyant à une attaque surprise de l'ennemi, pour réaliser avec une horreur absolue que ce sont leurs propres officiers, leurs propres camarades de la France libre, qui les arrosent de balles depuis les miradors et les jeeps blindés. C'est un carnage absolu, un massacre à huis clos, orchestré avec la précision chirurgicale d'une opération de guerre contre une cible sans défense, et les cris d'agonie en bambara, en wolof ou en français se noient dans le fracas continu des rafales meurtrières. Ceux qui tentent de fuir ou de se rendre, les mains en l'air, sont fauchés sans pitié sur l'esplanade poussiéreuse du camp, leur sang se mêlant à la terre d'Afrique qu'ils rêvaient tant de revoir après leurs années d'enfer dans le froid européen. En quelques dizaines de minutes à peine, l'opération de répression, qui s'apparente en réalité à une exécution de masse planifiée, est terminée, laissant derrière elle un paysage de désolation, d'horreur et de honte indélébile pour l'uniforme militaire français. Le bilan officiel, celui qui sera consigné froidement dans les rapports militaires pour rassurer la métropole et étouffer le scandale, fait état de 35 tirailleurs tués sur le coup, de plusieurs dizaines de blessés et de centaines d'arrestations immédiates pour rébellion et insubordination armée. Mais la vérité, mes amis, cette vérité que les archives ont longtemps tenté d'ensevelir sous des montagnes de paperasse classées secret défense, est probablement bien plus terrible, car les historiens d'aujourd'hui, s'appuyant sur des témoignages locaux et des incohérences flagrantes dans les documents de l'époque, murmurent que le nombre réel de victimes se chiffrerait en centaines, peut-être 300 ou 400 hommes massacrés lors de cette matinée maudite. On raconte avec effroi que les corps de ces héros trahis ont été jetés à la hâte dans des fosses communes anonymes, effacés de la mémoire officielle, privés de la moindre sépulture digne de leur sacrifice pour la patrie, pendant que les survivants hébétés étaient traînés devant des tribunaux militaires d'exception pour être lourdement condamnés au nom d'une justice qui n'était plus qu'une sinistre farce destinée à couvrir les traces du crime. Le plus grand triomphe du mal, mes amis, n'est pas de tuer des innocents, c'est de réussir à effacer leur nom de la mémoire des vivants. Le matin du 1er décembre, quand le soleil d'Afrique s'est levé sur les cadavres encore chauds du camp de Tiaroui, la machinerie étatique s'est immédiatement mise en branle, non pas pour secourir les blessés, mais pour orchestrer l'un des plus grands mensonges de notre histoire militaire. Les corps de ces hommes, qui avaient affronté les chars de Guderian en 1940, ont été jetés à la hâte, comme des chiens écrasés, dans des fosses communes anonymes, sans croix, sans nom, sans le moindre honneur militaire, effacés d'un trait de plume sanglant des registres de la reconnaissance nationale. Et l'infamie ne s'est pas arrêtée là, non, car il fallait bien justifier l'injustifiable aux yeux du monde et de la métropole. Les survivants de ce massacre, ces vétérans traumatisés, hébétés par la trahison de leurs propres officiers, ont été traînés devant des tribunaux militaires d'exception, accusés de rébellion armée, d'insubordination et d'atteinte à la sûreté de l'État. Quel cynisme terrifiant! C'est l'ignominie d'un procès truqué, où les victimes étaient jugées par les commanditaires même de leur assassinat. 34 de ces tirailleurs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme, dépouillés de leur solde, de leur dignité et de leurs médailles chèrement acquises sur les champs de bataille européens. Pendant des décennies, une chape de plomb impénétrable est tombée sur le massacre de Tiaroy. Le silence est devenu la loi absolue. Dans les écoles de la République, on enseignait la grandeur de l'Empire
et la fraternité d'armes de la libération, occultant soigneusement le sang de ces Africains assassinés dans le dos pour une poignée de francs. Ce n'est que très récemment, sous la pression d'historiens courageux et des familles des victimes, que l'État français a commencé à entr'ouvrir prudemment les archives de la honte, à murmurer des demi-excuses, à reconnaître du bout des lèvres qu'une profonde injustice avait été commise. Mais aujourd'hui, dans la pénombre de ma bibliothèque, je vous pose la question qui me hante: peut-on réparer l'irréparable avec des mots prononcés 70 ans trop tard? Ces hommes de Somme ne demandaient pas la lune. Ils demandaient simplement que la patrie pour laquelle ils avaient sacrifié leur jeunesse tienne parole. Leur seul crime a été de réclamer leur dignité d'hommes libres. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les images glorieuses du défilé de la victoire sur les Champs-Élysées, je vous en supplie, ne regardez pas seulement les drapeaux qui flottent au vent. Cherchez aussi les ombres de ceux qui n'ont pas eu le droit de défiler, ces fantômes de Thiaroye dont le sang sèche encore sur les pages de notre grand récit national. C'est ici que s'achève ce chapitre étouffant, mes amis. Je sais que la vérité est rude, qu'elle blesse notre fierté, mais un peuple qui refuse de regarder ses propres cicatrices est un peuple condamné à rester aveugle. Le débat vous appartient désormais. Le tribunal de l'histoire est ouvert dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, la France a-t-elle définitivement perdu son âme ce matin-là au Sénégal en tirant sur ses propres héros? J'attends vos avis avec la plus grande attention. Partagez cette histoire pour briser définitivement le silence. Et à très bientôt.